tous, la famille. Comment vous allez aujourd'hui? Eh bien, moi ça va. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours au même endroit. Et pour ceux qui ont vu la vidéo de mercredi, vous savez que je tourne cette vidéo juste après. Franchement, on est pas mal, non? Et si je tournais d'un peu plus près comme ça? On va essayer. De toute façon, je fais des tests, je vous avoue. Voilà, avec la lumière qui vient d'en dessous, ça fait un peu flipper. Et il y a toujours le décor derrière. Je me dis, on peut essayer. Ça vous tente? Allez, on essaye un petit peu. Au pire, je me déplacerai, je ferai des trucs. Bref, c'est du freestyle. J'espère que vous kiffez le fait que je tourne dehors. Moi, je kiffe en tout cas. Même si j'ai un peu peur, mais ça va. Oh mon Dieu, vous avez entendu ces histoires? Ah bah non, merde, je suis con, je les ai pas encore racontées. Non, par contre, moi je les ai lues et je vais vous les raconter. Et vous êtes pas prêts. Vraiment, je rigole pas. Vous vous sentez capable de les écouter ou pas, sachant qu'on est dans cette ambiance-là? Parce que moi, je suis pas certain, mais bon, peut-être parmi vous se cachent quelques courageux. Et d'ailleurs, pensez à moi qui les lis avant, pour vous les sélectionner. Donc pour mon courage, abonnez-vous s'il vous plaît. Pour mon courage pour les lire et pour être là. Merci. Bref, si vous êtes toujours là, c'est que vous vous sentez capable d'affronter ce qui suit. Alors venez avec moi dans les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. La première histoire, c'est celle de Anna, et elle explique que cette histoire date, donc les souvenirs sont un peu flous. Elle était alors une petite fille âgée d'environ 2 ans. Elle habitait dans une grande ville, dans un quartier tranquille. Sa mère allait bientôt reprendre le travail au moment de l'histoire, après un congé maternité, et son père, travaillant comme boucher dans une grande surface, il était impératif pour ses parents de trouver une nounou pour la garder durant la semaine. Sa mère en a donc trouvé une. Celle-ci s'appelait Martine. Elle avait entre 50 et 60 ans. Elle habitait une grande maison située à quelques rues de chez elle. Ce qui était idéal puisque sa mère n'avait pas le permis et elle allait en bus jusqu'à son travail. Donc elle n'avait pas besoin de faire de détour pour la déposer le matin. Cette dame avait fait très bonne impression à sa mère. Elle paraissait douce et gentille et elle gardait sa petite fille toute la semaine pendant que ses parents travaillaient. Sa mère s'était donc dit que sa fille pourrait jouer avec une autre enfant et étant une enfant très timide, cela permettrait qu'elle se sociabilise un peu. Sauf qu'apparemment, les apparences étaient trompeuses. Il s'avère que Anna adorait les Barbies et elle en avait des caisses entières. Sa mère avait donc amené l'une de ses caisses chez Martine. Pour Anna, ses souvenirs sont vagues, mais elle se rappelle du double jeu que cette femme jouait. Quand sa mère la déposait, elle jouait le rôle de la gentille grand-mère, contente de la voir, disant qu'elle allait faire telle et telle activité aujourd'hui, avec un sourire aux lèvres. Mais dès que sa mère passait le pas de la porte, son visage changeait. Elle ne lui adressait pas la parole, déposait la caisse de Barbie dans un coin de sa grande entrée, puis lui disait d'aller jouer. Anna s'asseyait donc sur le carrelage froid et commençait à jouer. Puis Martine partait dans son salon, salle à manger, et éteignait la lumière de l'entrée où elle se trouvait. Pas parce qu'il y avait des fenêtres et donc qu'il faisait assez jour, non, son entrée n'avait aucune fenêtre. Il faisait donc noir, peu importe le moment de la journée. La seule source de lumière, pour elle, provenait de la vitre sur sa porte d'entrée et du salon salle à manger qui avait des baies vitrées donnant sur le jardin. Elle joue donc dans le noir, presque complet, avec interdiction de venir dans le salon salle à manger, à part au moment de déjeuner. Elle a aussi interdiction de jouer ou même de s'approcher de la petite fille de Martine. En gros, elle doit juste rester dans son entrée, dans le noir et en silence. Mais ça ne s'arrête pas là. Lors du déjeuner, Martine ne lui sert que des conserves. Elle se rappelle que la petite fille de Martine avait le droit à des desserts, des plats concoctés par sa grand-mère, faits avec amour. Mais elle n'a pas le droit à un dessert car elle est déjà trop grosse, comme elle le disait. Ses souvenirs sont vagues, mais elle se rappelle clairement qu'il ne l'aimait pas, Martine, mais aussi son mari. Lorsqu'elle était à table, ils jouaient et parlaient avec leur petite fille, rigolaient, mais ils ne lui parlaient pas. Et s'ils le faisaient, c'était pour dire à quel point elle était moche, comparée à leur petite fille adorée. Et aussi à quel point elle était bête, qu'elle ne servait à rien, qu'elle était simplement une plaie. Ok, ça c'est vraiment des vieux ravagés. J'ai déjà vu un film d'horreur comme ça avec des vieux totalement fous. Ah oui, qui avaient tué les autres vieux et qui avaient pris la place. Voilà, ça, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais ils sont ravagés les gens chez qui t'as été. Faut mettre leur adresse sur les sites pour garder des enfants, quoique ils sont peut-être morts maintenant. Je vais pas dire que c'est mieux, mais je suis pas sûr qu'ils manqueront à un grand monde. Puis quand Anna se mettait à pleurer, Martine se mettait à crier sur elle. Puis elle l'enfermait dans son cagibi, dans le noir, pendant ce qui lui paraissait des heures. Ensuite, lorsqu'elle allait se promener, ce n'était pas des promenades au parc, en ville ou dans une aire de jeu. Non, la seule promenade qu'elle faisait avec Martine consistait à aller au cimetière. Le pire, c'est qu'elle n'avait aucun proche dans ce cimetière. Juste, elle trouvait pertinent de l'emmener, elle, une gamine d'environ 2 ans,
visiter un cimetière. Elle lui montrait les différentes tombes, piquait des fleurs sur certaines, et quand elle lui posait des questions, puisque vous imaginez bien qu'une enfant de 2 ans ne comprend rien à la mort, d'ailleurs elle pense qu'elle n'était jamais allée dans un cimetière avant ça, Martine lui répondait que si elle mourait, c'était là qu'elle irait en dessous de ces dalles de béton, et qu'en dessous, justement, il y avait des corps, et que quand elle s'y retrouverait, elle finirait par se faire manger par les vers. Mon Dieu. Bien sûr, ça la terrorisait. Un jour, lors d'une promenade au cimetière, Martine n'avait pas vu l'heure. Elles sont même restées enfermées dans celui-ci pendant 1h30 jusqu'à ce que le gardien revienne de sa pause déjeuner. En fait, avec le recul, elle s'aperçoit que Martine était très maligne, car elle lui faisait subir des choses qu'elle pouvait toujours justifier. Par exemple, elle n'a pas eu de dessert car elle n'a pas voulu manger son plat. Non, elle n'a pas eu le droit d'aller jouer dehors car elle a fait une bêtise. vous voyez le genre. Mais à force, sa mère finit par remarquer quelque chose. Chaque matin, elle pleurait quand sa mère la déposait chez Tata Martine, car oui, elle insistait pour qu'elle l'appelle Tata. Et quand elle passait le week-end devant sa maison, Anna se mettait à paniquer et demandait à sa mère plusieurs fois si elle allait chez Tata. Sa mère a donc senti que quelque chose n'allait pas et elle a commencé à l'interroger. Et elle se mit, avec ses mots d'enfant bien sûr, à lui dire des choses comme « Dès que tu pars, Tata éteint la lumière et me laisse jouer à la Barbie dans le noir ». Sa mère alla donc la confronter, elle lui dit de soit lui trouver un autre endroit où jouer, soit de le laisser la lumière dans l'entrée. Et Anna se rappelle très bien de ce jour-là. Martine a dit oui avec un grand sourire, mais dès que sa mère est partie, elle se tourna vers elle, prit une de ses Barbies qu'elle avait dans la main et lui arracha la tête. Puis elle la regarda avec un sourire en coin et lui dit « Tu ne veux pas que toutes tes Barbies soient sans tête? Tu ferais mieux de ne plus rien dire à ta maman. » Anna, évidemment, se mit à pleurer et Martine partit dans son salon en prenant soin d'éteindre la lumière. Elle l'a dit quand même à sa mère, qui celle-ci la confronta une nouvelle fois. Mais Martine lui a dit que sa fille avait cassé elle-même la Barbie. Putain, quelle perversité, c'est une dinguerie. Hein. Sauf que plus le temps passait, plus elle parlait à sa mère des visites au cimetière, de la méchanceté, etc. Sa mère confronta alors plusieurs fois Martine, et même au saleton. Mais celle-ci jouait tellement bien son rôle du style « Mais je ne comprends pas, je m'occupe d'elle comme de ma petite fille. C'est une enfant, il ne faut pas la croire au mot. » Mais plus elle répétait les choses à sa mère, plus Martine et son mari se vengeaient. Ils la privaient de goûter, cassaient ses Barbies, faisaient exprès de manger tout le gâteau par exemple et la forçaient à les regarder manger. Mais elle n'avait pas le droit à une part. C'est vraiment horrible de faire ça à un gamin de 2 ans, mais il faut être totalement cassé du cerveau. Hein. Malgré tout, sa mère se rendit vite compte que quelque chose n'allait vraiment pas. Vite, je sais pas si c'est vite, mais en tout cas, oui, heureusement, elle s'est rendue compte de quelque chose. Oui. Anna, à ce moment-là, faisait carrément des crises d'angoisse chaque fois qu'elle passait devant la maison de Martine, ou qu'elle devait l'emmener chez elle. Elle suppliait littéralement sa mère et son père de ne pas y retourner. Sa mère a donc fini par la retirer de chez Martine. Et c'était pas trop tôt, malgré la situation compliquée, puisqu'il n'avait aucun moyen de la faire garder ailleurs. À vrai dire, elle ne se souvient plus de comment ils ont fait, mais elle n'a jamais plus eu de nounou et n'a plus jamais revu Martine ou son mari. Dommage, il aurait fallu les dénoncer. Non, elle est tout de même restée traumatisée très longtemps. Encore aujourd'hui, à l'âge de 27 ans, c'était donc il y a 25 ans, elle se souvient encore du visage de Martine et de celui de son mari. La prochaine histoire, c'est celle de Clara, et elle tient à partager une expérience assez traumatisante. Cela s'est passé en 2021, alors qu'elle avait 15 ans au moment des faits. Il faut savoir qu'elle a des parents plutôt cool, pas pour autant laxistes, mais ils lui font confiance, et elle n'a jamais ou rarement trahi cette confiance. Il la laisse donc sortir le soir, dormir chez des amis, sortir, etc. À ce moment-là, elle avait un ami avec qui elle est toujours en contact actuellement. Il s'appelle Lucien, et il a une grande maison en campagne. Elle explique que si tu marches 10 minutes quand tu es là-bas, tu es en ville, mais que l'endroit où il habite paraît vraiment paumé. C'était fin juin, en vacances, et pour fêter le début de ses vacances, il l'invite chez lui. Il faut savoir que sa maison est vraiment super bien équipée. Une piscine creusée, un grand jardin bien entretenu, une maison très moderne avec même des mini-balcons à l'étage. Ce soir-là, ses parents n'étaient pas là, et ils ne sont pas souvent d'ailleurs. Donc Lucien a l'habitude d'être souvent seul. C'est vraiment normal pour lui. Elle arrive donc chez lui vers 18 h, il faisait beau et chaud et ils avaient prévu une soirée géniale. Piscine, plein de bouffe, des films, jouer à plateau, enfin bref, tout était parfait. Donc elle arrive, lui il était déjà en maillot de bain, et elle se met aussi en maillot de bain et va se baigner. Après, le temps passe et il est déjà 21 h. Ils avaient commandé McDo par Uber, comme d'habitude, et ils avaient pris beaucoup trop de menus et d'articles. Jusque-là, tout allait bien. Mais comment ça se fait que Uber va jusqu'à cette maison si elle est paumée? Je sais, Uber ça va loin en vrai maintenant. Mais putain, c'est quand même sympa, hein. J'espère que vous l'avez donné un bon pourboire. Excusez-moi, j'étais livreur Uber avant et je fais de la déformation professionnelle, même si je suis plus. Bref, ils reçoivent leur McDo et ils sont sur les transats en train de manger des cheeseburgers et des nuggets environ vers 22 h. La nuit commençait doucement à tomber, mais il ne faisait pas nuit noire, pas comme là. À ce moment, Lucien se tourne vers elle et lui raconte une histoire d'horreur. Cette histoire, elle l'explique, était super connue. Elle la connaissait déjà. Mais le fait de l'entendre à nouveau lui faisait super peur. Dans le feu de l'action, elle lui raconte aussi une histoire et Lucien enchaîne jusqu'à ce qu'il fasse nuit noire, comme là par exemple. On voit rien.
À ce moment-là, elle commence à flipper énormément et demande à Lucien d'arrêter et de rentrer à l'intérieur. Lucien se met à rire un peu en se moquant d'elle, mais il accepte sans problème. Il commence donc à ramener leurs affaires dans le salon, leur sac de McDo, leur téléphone, l'ordinateur et leurs serviettes. Ensuite, Lucien allume la grande télé du salon et laisse Clara dans le salon le temps qu'il aille chercher un pull, car il n'avait pas envie de rester torse nu. Il part et c'est là qu'elle entend un bruit venant de derrière la fenêtre, derrière elle. J'ai pas envie de dire ça là maintenant. Elle se retourne et voit très clairement la silhouette d'un homme collé à la vitre. Elle hurle et Lucien arrive en courant. Il voit la même chose qu'elle et commence aussi à flipper. Ensuite, il lui dit qu'il faut absolument fermer toutes les portes de la maison et les fenêtres. Mais elle avait trop peur d'y aller. Alors il lui dit simplement d'aller fermer la porte-fenêtre de la cuisine pendant qu'il fermait toutes les autres. C'est là panique. Elle se précipite dans la cuisine, ferme la porte-fenêtre et du coin de l'œil, elle aperçoit un mouvement vers la gauche. L'homme était là, au bout du couloir de la cuisine. Elle hurle à nouveau et l'homme commence à courir dans les escaliers en direction de la chambre de Lucien. Lucien alors arrive en courant et il entend l'homme monter dans sa chambre. Il dit alors à Clara, c'est mort, je vais pas le chercher, qu'il prenne ma chambre, on se casse. Donc il commence à courir vers la porte d'entrée, mais voilà le pire. Un autre homme est planté dans la porte, la tête légèrement penchée, avec un sourire horrible sur le visage. J'aurais pas besoin d'illustration, c'est moi-même l'illustration. À ce moment-là, elle se dit que c'est fini, qu'ils vont mourir. Lucien la prend par le bras et la tire vers la porte arrière de la maison. Il commence à essayer de l'ouvrir mais il galère et elle entend les bruits de pas de l'homme qui se rapproche d'eux. Lucien arrive enfin à ouvrir la porte et il s'enfuit immédiatement en courant. Ils arrivent dans le jardin et là, c'est le coup de grâce. Ils voient un homme en plein milieu du jardin avec une énorme arbre blanche à la main. Elle commence à pleurer étant donné qu'ils sont en fait 3 et qu'il sourit dès qu'il leur barre la route. C'est The Purge en fait le bordel. Avec Lucien, il commence à faire demi-tour et se barrer par la route. Il court pendant 3 minutes non-stop et Lucien ne cesse de se retourner pour surveiller s'ils les suivent. Le pire, c'est que quand il s'enfuit, l'homme qui était monté dans la chambre de Lucien est sur le balcon et les regarde partir, avec un grand sourire. Une fois qu'ils ont atteint la ville, ils ont donc couru plusieurs minutes, ils appellent la police. Elle se rend alors sur les lieux, mais les hommes ne sont plus là et rien n'a été volé dans la maison. Ils ont en revanche retrouvé un gros couteau de boucher posé sur le lit de Lucien et un lapin mort déposé dans la cuisine. Les policiers leur disent qu'il s'agit d'une énorme embuscade et qu'ils voulaient probablement les kidnapper ou pire. Ils appellent donc les parents de Clara qui viennent la chercher et Lucien va dormir chez elle pendant 3 jours jusqu'au retour de ses parents. Depuis, il et elle sont traumatisés et parfois ils font des terreurs nocturnes. Je vois pas pourquoi, franchement, je me serais très bien remis de cette expérience. Voilà, imaginez que là, qu'il y ait 3 mecs qui m'encerclent avec des coups, on va pas imaginer ça. Terminé, c'est bon. Bref, elle explique que encore aujourd'hui, on ne sait pas qui sont ces mecs et ce qu'ils voulaient. Ils ne les ont jamais revus et pour la précision, Lucien va très bien. Il s'en est majoritairement remis et il a déménagé depuis peu dans un grand quartier, toujours dans une grande maison qui est très sécurisée maintenant, donc il se sent mieux et plus à l'aise avec les voisins. Elle précise aussi qu'il a aussi une piscine dans cette maison, voilà, pour nous dire qu'elle ne va pas lâcher ce spot et qu'elle va continuer à y aller tous les étés pour profiter de sa piscine, quoi. Une gratteuse, quoi. Je rigole Clara, si tu passes par là, bisous. On passe maintenant à la 3e histoire. Cette histoire, c'est celle de Marc, et il a aujourd'hui 22 ans. Et cette histoire lui est arrivée quand il n'en avait que 19. À l'époque, il habitait à la campagne avec sa famille dans une maison assez grande au bord de la forêt. Cette histoire a commencé en juin, il rentrait tard le soir avec des amis. Lorsqu'il ouvrait la porte, retirait ses chaussures, il a un premier coup de pression. Il remarque que la porte-fenêtre de la véranda était grande ouverte, et que contre celle-ci se trouvaient des bottes boueuses et usées. Et à ce moment-là, il ne voulait tellement pas y croire qu'il a tout simplement jeté les bottes dans la forêt et a fermé la porte-fenêtre à double tour. Il ne s'est pas posé plus de questions à ce moment-là. Des choses flippantes se sont ensuite déroulées dans la maison. Des objets qui changeaient de place, des portes qui restaient ouvertes alors qu'elles devaient être fermées, des fenêtres qui claquaient sans même qu'il y ait un coup de vent. Il n'arrêtait pas de s'en plaindre à ses parents, mais il disait qu'il délirait et qu'il ne fallait pas qu'il s'en fasse. Je vous en supplie, ça fait combien d'histoires qu'on raconte où les enfants, ou même des ados, racontent la vérité. Maintenant, s'il vous plaît, s'il y a des parents qui écoutent ces threads, écoutez vos enfants, s'il vous plaît. Alors, pas toujours, évidemment, parce que aussi ils peuvent profiter du fait que vous les croyez trop pour vous raconter n'importe quoi. Mais quand il y a des trucs dangereux, vérifiez au moins, s'il vous plaît. Soyez gentils, hein, parce que, voilà, quoi. Ne prenez pas de risques, on sait jamais. Et donc, ses parents lui disaient qu'il ne fallait pas qu'il s'en fasse. Oui, bien sûr. Le deuxième gros truc flippant qui lui est arrivé, c'était une nuit. Il s'était levé pour aller boire et il a vu quelque chose bouger au bout du couloir. Il avait tellement flippé sur ce coup-là qu'il était rentré dans sa chambre illico et qu'il y avait passé le reste de la nuit. Le matin, quand il avait réfléchi, il avait trouvé ça tellement ridicule qu'il n'avait même pas pris la peine d'en parler à ses parents. Il se disait que ça devait être l'ombre d'un arbre ou un animal qui passait dans le jardin. Mais à ce moment-là, sa sœur avait aussi parlé à ses parents et elle avait vu une ombre se déplacer dans la maison quand elle s'était levée pour aller aux toilettes. Du coup, à ce moment-là, il a compris qu'il fallait qu'il en parle aussi, vu que sinon, ses parents n'auraient pas pris au sérieux sa sœur non plus. Quand il en a donc parlé à ses parents, ils ont avoué qu'eux aussi avaient vécu quelques trucs flippants
comme des bruits de grattage et de pas dans la maison. Et ils se sont pas dit que du coup ils disaient la vérité de base. Hein. Non. Bref, suite à ça, ils ont changé toutes les serrures de la maison. Mais comme il n'y avait aucune preuve et que jusque-là rien de grave ne s'était passé, ils n'ont pas été témoignés auprès de la police. Bref, quelques semaines passent et il était alors dans son lit, tranquille en train de dormir, et il a entendu un bruit de clé et de poignée qui étaient secoués dans tous les sens. Puis plus rien. En revanche, à ce moment-là, il a entendu quelqu'un marcher doucement à côté de sa maison. Il n'avait pas l'impression que les pas s'éloignaient. Au contraire, il avait l'impression qu'il se rapprochait de plus en plus. Petite précision, il dort très mal du côté de gauche, du coup il est toujours tourné vers la droite, là où il y a sa fenêtre pour dormir. Et pendant qu'il entendait les pas de plus en plus forts, ils se sont arrêtés. Il a été terrifié par la peur, du coup, il n'a pas bougé. Et quand il a regardé vers la fenêtre, il a vu des doigts qui entraient par l'ouverture. Comme il était encore en été, il avait laissé la fenêtre ouverte pour ne pas avoir trop chaud. Et le gars qui était là 5 minutes plus tôt, en train d'essayer d'ouvrir la porte de la maison, en avait profité pour glisser ses doigts à l'intérieur de la chambre. Il avait tellement peur qu'il ne bougeait pas. Je vous avoue que même moi j'ai des frissons là. Dans la nuit, encore une fois, dans la forêt, au milieu de nulle part, j'imagine les doigts qui rentrent par ma fenêtre. Je lui coupe, terminé. Bref, à ce moment-là, il voulait bouger, mais il n'y arrivait pas. Et puis, il a remarqué un truc. La fenêtre commençait à s'ouvrir. Mais là, c'était trop. Donc, il a couru vers la fenêtre et il a tiré de toutes ses forces pour la fermer. Malheureusement, l'intrus avait eu le temps de s'enfuir. Malheureusement, non, autant qu'il s'enfuit. On ne sait jamais ce qu'il peut vouloir, le mec. Hein. Tout de suite après, il a couru dans la chambre de ses parents pour leur raconter ce qui venait de se passer. Suite à ça, ils l'ont cru, heureusement, et ils ont appelé la police qui a mené des recherches pour trouver le mec qui avait essayé de s'introduire chez eux. Malheureusement, cela n'a rien donné. Quelques années après, il a déménagé dans une autre ville et il n'a donc plus jamais entendu parler de cette histoire, bien qu'elle l'ait beaucoup marqué. Et encore une fois, on comprend pourquoi. Hein. On comprend pourquoi. Waouh, j'en ai des frissons. Premier degré. Et vous? Si oui, eh bien abonnez-vous, c'est la règle. Et sinon, faites-le pour me soutenir. C'est gratuit et c'est le meilleur paiement que vous pouvez me faire. Alors, let's go! Puis défoncez-moi le bouton pouce bleu pour cette vidéo incroyable tournée dans un décor incroyable. Et aussi, défoncez-moi les commentaires pour me dire comment vous auriez réagi dans toutes ces circonstances. Et suivez-moi sur Instagram, on s'amuse bien là-bas. Vraiment, je vous jure, on rigole et tout, c'est fou. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous souhaite une bonne nuit, parce que je peux pas vous dire autrement ici. Et je vous fais un bisou à la famille. Kiss!